Merci. Merci d'abord de cette invitation. J'aimerais, en votre nom à tous, remercier l'organisation Salam de nous recevoir dans d'aussi bonnes conditions. J'ai demandé expressément aux organisateurs qu'on me dise également clairement qui avait été partie prenante, quelles sont les personnes et les institutions qui étaient partie prenante. Et j'aimerais personnellement, et je vous dirai pourquoi après, remercier Julien Palomo, responsable associatif, Hervé Cress, directeur adjoint de Sciences Po, Nathalie Massoni, direction de la communication, Nicolas Péjou, service sécurité, et comme il a été dit, les appariteurs, d'être avec nous et d'accepter de faire des heures supplémentaires. J'aimerais vraiment les remercier de ces efforts, les remercier de cette invitation, les remercier d'avoir, en collaboration avec l'organisation Salam, fait en sorte que nous puissions nous rencontrer ici dans les conditions qui sont les nôtres, pour deux raisons. D'abord parce que pour moi, c'est un peu une journée historique à l'aune des 10 dernières années de mes interventions en France, puisque c'est le seul pays dans lequel je ne suis pas intervenu dans une université depuis 10 ans, à l'exception, l'année dernière, d'une université à Nanterre où il a fallu enlever toutes les affiches avant, les mettre le jour avant, puis ensuite les renlever pour que ça ne me produise aucun bruit. Or ici, nous avons eu affaire à une association, l'organisation Salam, qui, avec l'administration de l'université, a depuis le départ organisé les choses dans la transparence et a assumé ce choix. Et de cela, j'aimerais non seulement les remercier, mais leur dire que c'est à l'honneur de l'univers académique, de la liberté d'expression académique et de ce que doit être une université en France. Il faudra qu'en France, on ouvre le champ de ce débat critique. Vous êtes, pour ce qui me concerne, la voie qui le permet. J'aimerais saluer l'administration et la direction de cette université de Sciences Po, chaleureusement, académiquement, en espérant que cet exemple soit suivi ailleurs en France et que l'on cesse une espèce de terreur de la pensée parfois, de la sélection de la pensée académique qui s'entend. J'ai même, bien entendu, eu vent de certaines pressions douces qui se sont faites et latérales, et à ceux qui osent aujourd'hui faire de telles pressions, je leur réponds avec le sourire qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent pour empêcher les gens de penser. Nous penserons au-delà de ce qu'ils empêcheront. De fait, j'en viens aujourd'hui à cette question. C'est une question qui est importante, qui nous est posée, et elle est en lien, effectivement, avec le dernier livre que j'ai publié au mois de novembre sur le réveil arabe et l'islam. Quel est le rôle du référent islamique? Comment comprendre aujourd'hui dans le monde majoritairement musulman, dans ce qu'on appelle MENA en anglais, c'est-à-dire le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, comment comprendre aujourd'hui les réalités et les évolutions? Alors, comme il a été dit, et il faut le rappeler, il faut le redire, au début des processus, celui qui a commencé en Tunisie et qui s'est poursuivi en Égypte, puis au Yémen, puis même en Algérie, puis ensuite ça s'est arrêté, mais également au Maroc, en Syrie, au Bahreïn. Ce sont tous des mouvements qui, au départ, sont des mouvements qui n'ont aucune spécificité idéologique. C'est-à-dire ils ne sont pas islamistes, mais ils ne sont pas forcément laïcs. Ils ont un dénominateur commun, le refus de la dictature, le refus de la corruption, et surtout un élan qui va être un élan dont la motivation est plus socio-économique que idéologique et politique. Mohamed Bouazizi, quand il se donne la mort, il se donne la mort à partir d'une situation de paupérisation qui est une réalité de la Tunisie avec les ingrédients que l'on connaît et qu'on retrouve d'ailleurs en Égypte. Et donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la force de tous ces mouvements fut à son origine le fait qu'il n'y avait pas de
positionnement idéologique spécifique. Il y avait un refus transversal, et cette jeunesse, et ces femmes et ces hommes avaient comme dénominateur commun le refus de la dictature et non pas le positionnement idéologique. Et ceci surtout et essentiellement à partir, bon je le dis dans le livre, ce sont des choses que l'on peut étudier. Il y a des gens qui n'ont pas très bien compris ce que j'étais en train de dire. Quand je disais par exemple qu'il y avait des formations, que je répertorie des choses qui sont réelles, quand je dis qu'il y a eu des formations de cyberdissidents, de blogueurs, ce n'est absolument pas le fait de minimiser l'énergie populaire, c'est simplement de dire que effectivement à un moment donné, cette mobilisation de masse, elle a été possible parce que des gens ont été aussi formés à développer des slogans d'unification dans la discipline non violente, dans la planification et dans le programme par étapes. Ça, c'est quelque chose qui est factuel, qui est une réalité. Quand ça a été trop idéologique ou trop politiquement orienté, ben ça a cessé, comme en Algérie. En Algérie, ça a commencé par des partis et ça s'est tout de suite arrêté. Ça n'a pas été du tout le même engouement, la même force, l'énergie populaire. Donc, il n'y a pas à minimiser la force des peuples, mais il n'y a pas à être naïf sur la perspective des slogans et des visées politiques. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est important ici, dans cette discussion, c'est qu'au moment où l'on doit dire et répéter que les mouvements islamistes, ni Ennahda en Tunisie, ni l'Ikhwan el-Muslimun, les frères musulmans en Égypte, ni tout autre mouvement islamiste n'était à la pointe de ces mouvements. Et d'ailleurs, très souvent, il y a eu même des résistances à prendre part, parce qu'il y a eu un doute sur l'efficacité, il y a eu un doute sur le potentiel populaire. Et ce n'est que sur le tard qu'ils se sont joints au mouvement. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a eu un débat très tendu à l'intérieur des frères musulmans jusqu'au 23 janvier, 2 jours avant la manifestation qui a lieu sur Midan et Tahrir, sur le square de la Libération, et qui va faire en sorte que la jeune génération va pousser l'ancienne génération en leur disant il faut joindre ce mouvement à la suite de ce qui s'est passé en Tunisie. Et en Tunisie, même si des jeunes étaient dans le mouvement, ils n'étaient pas affiliés d'abord au sens organisationnel. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'il faut mettre en évidence, c'est que on nous a annoncé, en particulier c'était vrai dans l'intelligentsia et dans la culture politique quant à l'analyse du Moyen-Orient et du monde arabe, deux sociologues, deux experts dans le monde arabe, du monde arabe avaient annoncé, ils ont de ce point de vue-là fait un tout petit peu le tour du monde, la fin de l'islam politique. Et au premier rang desquels, le premier qui a écrit sur cette thèse et qui l'a développée et qui parlait d'abord de l'Iran, c'est Olivier Roy, et il a été suivi par Gilles Kepel. Et ils ont annoncé effectivement la fin de l'islam politique et manifestement, il y a eu quelques erreurs d'analyse. Or, en fait, l'islam politique au sens des mouvements politiques, des organisations politiques, dont le référent est l'islam, n'ont jamais disparu ni de l'Égypte, ni de la Tunisie, ni d'aucun pays arabe, ni de la région. Ce qui nous a trompés, ou ce qui a trompé ces analyses, c'est que la dictature était telle qu'elle empêchait l'expression de toute opposition. Mieux que cela, on nous a vendu en Occident et en Orient, de la même façon, ce n'était pas simplement en Occident, c'était un discours commun et entendu, qu'il valait mieux la dictature à l'opposition des islamistes ou aux théocrates, agitant l'épouvantail iranien ou le littéralisme, sans toujours être cohérent avec ceux que l'on soutient en Arabie saoudite et puis qu'on diabolise dans d'autres pays. Mais cela étant, il y avait de ce point de vue-là l'idée que les dictatures avaient mis fin, avaient mis un terme à ce référent-là. Et en fait, ils n'ont jamais mis un terme, ils ont étouffé et non pas écrasé. Ils ont caché mais n'ont pas fait disparaître. Et dès que la chape de plomb s'est levée, ces mouvements-là, qui étaient présents dans toutes les sociétés, sont réapparus, mais ils n'ont jamais disparu, ils n'ont jamais été au terme de leur processus, et ils sont présents. C'est une bonne chose de
d'éviter d'avoir des sonneries de téléphone, même orientales. Et donc, de ce point de vue-là, la fin de l'islam politique était une prévision qui s'est avérée de courte vue, même si aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour le travail d'Olivier Roy. Je ne suis pas toujours d'accord avec certaines de ses thèses, mais je pense que c'est un travail sérieux. Et aujourd'hui, il dit, mais l'islam politique dont nous parlons aujourd'hui n'est pas tout à fait de même nature que l'islam politique d'hier. Donc moi, j'admets tout à fait que l'islam politique est en train de passer par des mutations historiques, ça c'est une réalité, mais à partir de quel moment passe-t-on de l'islamisme au post-islamisme, ça c'est encore une chose qu'il faudrait vérifier, de nous dire de quoi, à quel moment on est dans autre chose. Et le meilleur exemple, c'est toute la discussion, vous avez sans doute suivi, en Turquie, où Erdogan, qui est aujourd'hui Premier ministre, est un enfant de la tradition islamiste dont le mentor a été Erbakan avant lui. Et cet islamisme-là était un islamisme affirmé, au point d'être dans la résistance, jusqu'à la résistance, non pas simplement politique, mais économique. Souvenez-vous, je le dis dans le livre et j'explique cette relation. Erbakan, qui est d'abord un économiste, voulait faire face par le D8 au G8 en disant il faut absolument développer une alliance des sociétés majoritairement musulmanes contre l'impérialisme économique occidental. Donc c'était une vision qui ajoutait l'économique au politique. Et Erdogan, sur les 20 dernières années, en particulier depuis qu'il est au pouvoir, a évolué. Souvenez-vous, il y a 10 ans, 12 ans, on disait attention, c'est un islamiste, il va venir au pouvoir. Certains disaient c'est un islamiste modéré, d'autres disaient c'est un musulman modéré, d'autres disaient c'est un musulman démocrate, d'autres disaient c'est pas possible, on ne peut pas être les deux. Enfin bref, on a tout dit. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'à partir d'un certain moment, il est l'enfant d'une histoire de l'islamisme turc. Et qu'aujourd'hui, certains nous disent, mais c'est déjà plus l'islamisme, c'est le post-islamisme. Et donc on se dit, mais alors à quel moment l'islamisme s'arrête et à quel moment quelque chose d'autre commence? Qu'est-ce qui distingue les uns et les autres? Donc qu'il y ait des mutations, c'est une évidence. Qu'il y ait une évolution dans la pensée d'Erdogan, c'est une chose très très importante. Mais pourquoi est-ce que je parle de la Turquie? Parce que ça remet en cause l'idée que l'islamisme ou l'islam politique a disparu, mais que ça pose la question de qu'est-ce qu'il reste de l'idéologie qui est née au début du XXe siècle, aujourd'hui, dans les positions des mouvements comme Ennahda ou comme les Frères musulmans ou comme le PJD aujourd'hui au Maroc, dont on a aujourd'hui le Premier ministre représentant de cette tendance au Maroc. Donc ça, c'est une question qui est critique, qui est centrale dans notre discussion. C'est déterminer, définir de quoi l'on parle quand on parle d'islam politique, parce que savoir quel est le rôle de l'islam politique à l'aune ou à la lumière de ces processus de soulèvement, que moi je n'appelle pas révolution, que je n'appelle pas printemps, je ne vois pas encore de printemps, même si je suis de ceux qui sont prudemment optimistes et qui reconnaissent l'évolution intéressante aujourd'hui du processus en Tunisie. Je ne confonds pas l'exemple ou l'exemplarité tunisienne avec les vraies inquiétudes que j'ai et pour l'Égypte, et pour la Libye, et pour la Syrie, et pour tous les autres pays. En fait, j'ai écrit un article en mettant en évidence, ça vous le retrouvez dans le site, il n'est pas encore dans le livre parce qu'il a été écrit après, mais où je mets en évidence, il se pourrait que nous ayons affaire à la réussite d'un pays pour l'échec de tous les autres. Et que ça pose une vraie question. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est une vraie difficulté, c'est une complexité énorme, avec un rôle de l'armée, avec des tendances contradictoires. Donc ça, c'est une dimension qu'il faut relever. Troisième élément, en termes d'analyse, et pourquoi est-ce que je commence par cela? Parce que ce que j'aimerais, c'est que nous ne simplifions pas les données de la réflexion et politique, et géostratégique, et économique. Il faut vraiment comprendre la complexité. Nous sommes au Moyen-Orient, dans une région extrêmement complexe, avec des tendances très, très, très diversifiées, et il faut avoir l'humilité intellectuelle d'étudier pays par pays et de suspendre son jugement dans beaucoup de situations.
Il faut suspendre son jugement. Je ne crois pas aujourd'hui que quelqu'un peut nous dire quelle peut être l'évolution régionale, globale. Nous sommes vraiment aujourd'hui en face de quelque chose où moi je suis complètement d'accord. Nous avons un effet domino dans l'énergie des peuples qui s'est transmise d'un peuple à l'autre. Ça, c'est une évidence. Mais il ne faut pas confondre l'effet domino quant à l'énergie des peuples avec la compréhension de la géostratégie régionale. Et là, pour moi, ce n'est pas un effet domino, c'est un jeu d'échecs. C'est plutôt un jeu d'échecs, c'est-à-dire chaque élément est distinct, mais ils sont tous connectés. C'est-à-dire que ce qui se passe en Égypte a une relation avec ce qui se passe en Syrie, qui a une relation avec ce qui se passe en Tunisie, qui a une relation avec ce qui se passe en Turquie, et tout cela a aussi une relation avec deux éléments, deux facteurs déterminants de la région, la situation de l'Iran et le conflit israélo-palestinien. Vous ne pouvez pas comprendre tout cela sans avoir en lumière toutes ces données-là. Donc c'est complexe, ça demande de l'analyse, ça demande de la prudence quant aux conclusions, mais quelque courage quant aux affirmations politiques également que l'on a par rapport à cela. Donc, ça m'amène, et c'est le troisième point, à mettre en évidence la diversité des pays. Il faut vraiment regarder la diversité des pays et la diversité de l'islamisme selon les pays, parce que ce n'est pas la même chose. Les mouvements ne sont pas pareils, les thèses ne sont pas pareilles, les évolutions ne sont pas pareilles, les leaders ne sont pas les mêmes, et vous avez à l'intérieur de chaque mouvement des évolutions historiques, c'est-à-dire que Nahda en Tunisie a évolué, les frères musulmans ont évolué, l'islamisme turc a évolué, le Maroc a évolué, il y a des évolutions. Alors après, on peut continuer à dire, comme je l'entends chez des intellectuels, à midi, là, je discutais avec Jean Daniel du Nouvel Obs, et qui questionnait dans ses écrits, pas pendant le débat de ce matin, mais je lisais ce qu'il écrivait, et il y a toujours cette suspicion qui mettait en évidence, de toute façon, leur évolution, elle est réelle, mais il ne faut pas oublier d'où ils partent. Donc d'où ils partent les fait demeurer suspect quant à là où ils arrivent. Je dis, mais si vous utilisiez les mêmes catégories pour n'importe quel politicien en Occident, ben on n'avancerait pas. Et je lui dis, mais dans le journal dans lequel vous êtes, au Nouvel Obs, mais 80% de ceux qui sont au Nouvel Obs, des sociodémocrates aujourd'hui, étaient des trotskistes, communistes et marxistes-léninistes hier. Donc si on part de leur point de départ, on ne peut pas leur faire confiance. Ce sont des sociodémocrates déguisés. Et donc on ne peut pas. Donc les catégories que l'on admet politiquement, des gens peuvent évoluer politiquement, il faut l'admettre pour tout le monde. Et ce qui nous permettra de juger, ce n'est pas de suspecter leur discours politique, c'est d'analyser leur politique réelle sur le terrain. C'est la seule chose qui nous permet de considérer si on évolue ou pas. Est-ce qu'on est sérieux sur la question de la démocratie? Est-ce qu'on est sérieux sur les droits humains? Est-ce qu'on est sérieux sur la liberté? C'est là où on va voir si les gens disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent, et non pas suspecter systématiquement les politiques, parce qu'à suspecter les politiques, nous n'arrivons pas à évoluer ou à comprendre ce que est en train de se passer. Et puis, donc, la diversité des pays et, comme je l'ai dit, la diversité des tendances. Premier élément, à ce qui concerne pourquoi est-ce que j'utilise le terme, et que je l'admets parce que parfois on me pose la question, c'est ce que j'enseigne aussi à Oxford sur les mouvements islamiques contemporains ou islamistes ou de l'islam politique contemporain, là, à l'heure actuelle. Et donc il y a une première chose qui est, il faut se mettre d'accord sur la terminologie que l'on emploie. L'islam politique, qu'est-ce que l'on entend par cela? Et souvent, certains dans le monde musulman et à l'extérieur, dans le monde majoritairement musulman, on dit « non mais l'islamisme c'est une catégorie qui vient de l'Occident ». Or cela est faux. En fait, l'islamisme vient de l'expérience historique de l'islam politique et le mot va apparaître dans le sens que l'on emploie aujourd'hui dans les années 50, exactement autour des années 54-55, dans les prisons égyptiennes. Et dans les prisons égyptiennes, et j'explique ceci dans le livre, il y a une fracture. Parce que quand on était opposé à l'Occident, quand on était opposé à la présence britannique, par exemple, en Égypte, eh bien c'était facile. Nous étions les musulmans et ils ne l'étaient pas, ils étaient les colonisateurs. Tout change quand, après les colonisateurs, vient au pouvoir un musulman qui s'appelle Jamal Abdel Nasser, donc le libérateur, et qui va mettre en prison ceux qui l'ont aidé à libérer le pays, et parmi eux, les frères musulmans. Et dans les frères musulmans, une vraie question. Qui est musulman? Est-ce qu'on peut s'en prendre à cet homme? Est-ce qu'on peut le renverser?
Et vous allez avoir dans les prisons deux tendances. Une tendance qui va dire « nous sommes musulmans et lui ne l'est plus ». Il est sorti de l'islam. C'est ce qu'on va appeler les mouvements du takfir, c'est-à-dire sortir les gens de l'islam à partir du moment où ils ne respectent pas politiquement les préceptes. Et ils vont dire « nous sommes musulmans et lui ne l'est pas ». Et la vieille tradition des frères musulmans va dire « non, nous sommes tous musulmans et lui aussi est musulman, même s'il est tyran, il reste musulman, mais nous sommes islamiyoun, c'est-à-dire on va faire la différence en arabe entre muslimoun ou islamiyoun. Muslimoun, c'est tout le monde est musulman, mais nous sommes islamistes, c'est-à-dire que nous avons un projet social et politique de transformation de nos sociétés. Le mot vient de là et il vient de l'intérieur d'une discussion théologico-légale entre les musulmans, à savoir comment déterminer le fait que nous soyons tous musulmans, mais que certains aient un projet politique. Or, aujourd'hui, quand on parle de l'islam politique, ce sont celles et ceux qui ont, dans le monde musulman, un programme politique, une vision sociale, dont le référent est le référent religieux, est le référent islamique, et qui, au nom de cela, veulent transformer la société et la libérer de ce qu'ils entendent, la référence, l'imposition de références extérieures, idéologiques, c'est-à-dire l'impérialisme culturel, comme l'impérialisme économique, comme l'impérialisme politique. Ça, ce sont leurs thèses. Et donc, il y a ici à comprendre que c'est ce qui va réunir tout cet islam politique. Mais, et c'est là qu'il faut le comprendre tout de suite, vous allez avoir des tendances qui sont différentes. Et l'islam politique est aussi diversifié que le sont les musulmans dans l'islam. Quand vous rencontrez, vous n'avez jamais rencontré l'islam, vous avez rencontré des musulmans. Et parmi ces musulmans, vous en avez qui sont des littéralistes, vous en avez qui sont des réformistes, vous en avez qui sont des mystiques, des soufis, vous en avez qui sont des rationalistes, vous en avez qui sont strictement liés au projet politique. Vous n'avez pas simplement, et j'insiste pour ça, c'est tellement important quand on va rentrer dans le monde, le Moyen-Orient, d'arrêter à partir de là où nous sommes, et c'est ce que je disais à Jean-Daniel aujourd'hui, et c'est ce sur quoi j'interpelle beaucoup des intellectuels occidentaux, cessez de voir le monde musulman sous la binarité, les bons et les mauvais. Ça, c'est une pensée coloniale. La pensée coloniale, quand elle arrivait dans un pays, les bons collaboraient, les mauvais résistaient. Or, aujourd'hui, dans le monde musulman, vous avez plusieurs tendances. Des tendances qui sont certaines, sont très littéralistes, ce qu'on appellera les salafis. Dans les médias aujourd'hui, on les appelle les wahhabis. Si vous allez là-bas, wahhabis, ils n'accepteront pas, beaucoup que vous les appeliez comme ça, ils accepteront le mot salafi. Et salafi, c'est revenir au texte, mais eux, avec une tendance littéraliste. C'est ce qu'on trouve dans beaucoup de pétromonarchies aujourd'hui, au premier rang desquelles, effectivement, l'Arabie saoudite est l'essentiel, le centre essentiel de la production de la pensée salafi, littéraliste. Mais vous en avez en Égypte, vous en avez partout en fait. Vous en avez en Tunisie aujourd'hui, vous en avez au Maroc, vous en avez partout. Et puis vous avez une tendance réformiste, c'est-à-dire de gens qui lisent les textes mais qui ont envie de s'adapter à leur époque tout en restant fidèles. Et puis vous avez des rationalistes et autres. Eh bien, parmi les mouvements de l'islam politique, il faut se rendre compte que vous avez exactement le même éventail. Vous avez des gens qui viennent en politique avec des lectures littéralistes. Par exemple, en Égypte, le responsable de Hezb en-Nour disait « Mais vous savez, pour nous, la question de la démocratie, il disait ça avant d'y entrer, hein, parce qu'eux, ils ont changé en 8 mois. En 8 mois, la démocratie est passée de haram à halal, donc de illicite à licite. Et il disait, pour nous, la question de la démocratie, ce n'est pas de savoir si c'est licite ou illicite. Et quand vous avez les mots arabes dans l'esprit, c'est assez lourd. Ce n'est pas de savoir si c'est halal ou haram. Ce n'est pas ça notre problème. Alors vous vous dites, ah bah tiens, il va dire quelque chose d'intéressant. Vous pensez qu'il va dire quelque chose d'intéressant sur la démocratie? Il dit, non, pour nous, la démocratie, c'est du kufr. Donc c'est encore pire. C'est-à-dire, c'est le rejet, et dans son esprit, ça veut dire la mécréance. C'est-à-dire, on rejette les principes de l'islam. Ça, c'est ce qu'il disait. Donc vous avez, et si vous entendez le discours officiel de ceux qui sont les leaders de l'institution religieuse en Arabie saoudite, c'est de dire la démocratie n'est pas islamique. Donc vous avez cette tendance-là. Vous avez des tendances aujourd'hui qui ont évolué, ce que vous avez aujourd'hui en Tunisie ou ce que vous avez en Syrie. À l'intérieur, vous avez des courants. L'un des premiers à avoir admis
et dit et affirmé qu'il n'y avait aucune contradiction entre le référent islamique et la démocratie, c'est Rachid Rannouchi. Rachid Rannouchi, qui pendant près de 20 ans a vécu en Occident et à Londres, près de Londres, eh bien, était assez isolé dans la mouvance des islamistes réformistes à un moment donné pour reconnaître que la démocratie, certains refusaient le mot de la démocratie en tant que référent, disant ça vient de l'Occident, et puis à partir des années 80, ça s'est répandu, l'acceptation du concept de la démocratie chez les réformistes, qui aujourd'hui représente la majorité de l'islam politique, mais pas les seuls. Et puis vous avez des rationalistes, et puis vous avez une tendance plus radicale, c'est-à-dire des gens aujourd'hui qui sont dans une tendance révolutionnaire au sens où il faut renverser le tyran pour pouvoir changer la société. Et vous avez des stratégies, ceux qui passent par le bas, c'est-à-dire vous savez, ces termes de la sociologie, la réforme par le bas et le renversement par le haut, plus révolutionnaire. Et même un mouvement peut voir des évolutions, c'est-à-dire les frères musulmans, entre ce qui s'est passé avant la répression nassérienne et après la répression nassérienne, ont évolué. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir la connaissance de cela et de la diversité? Pourquoi? Parce que quand on en arrive aujourd'hui à juger ce qui se passe dans les sociétés majoritairement musulmanes, si on n'a pas cette connaissance de la profondeur historique de ces mouvements, on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer. Parce qu'on ne peut pas comprendre non plus les évolutions. Et nous en arrivons aujourd'hui à des vraies questions post-soulèvement et post-élection. Il y a une chose, comme je vous l'ai dit, qui est déterminante, c'est qu'à aucun moment cet islam politique, l'islamisme au sens de ce projet politique, n'a disparu. Il a été étouffé, il a été réprimé, et tout à coup, dans l'expression, il réapparaît sur la scène. Et qu'est-ce qui va se passer tout de suite après le processus électoral ou pendant le processus électoral? Et c'est ça la vraie question qui se pose. On va avoir dans le monde majoritairement musulman une sorte de polarisation. Et c'est ce que j'étudie dans le texte parce que c'est très inquiétant. La polarisation, elle va être celle, vous l'avez en Tunisie, vous l'avez en Égypte, vous l'avez en Syrie, vous l'avez en Libye, vous l'avez pratiquement partout, entre ce que l'on appelle les laïcs, en parlant en français, et puis les islamistes. Et souvent, les gens disent, en particulier quand on vit ici, « Ah, mais ça, c'est une projection occidentale », c'est-à-dire qu'on projette sur ces pays-là cette tension-là. Or, ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que si vous êtes à l'écoute du débat tunisien pendant les élections, avant les élections, c'est une réalité vraiment tunisienne, comme c'était une réalité vraiment algérienne, comme c'était une réalité vraiment marocaine, comme c'était une réalité vraiment égyptienne. C'est-à-dire que le discours politique, post-soulèvement et après les élections, a consisté à confronter les positions des laïcs qui disaient nous sommes les tenants des valeurs de progrès, nous sommes les tenants des valeurs de la démocratie, et qui justifiaient ceci en disant la liberté, les droits des femmes et un certain nombre de droits comme ceci qu'ils mettaient en avant pour justifier de leur présence, rejetant les islamistes en disant vous êtes les partisans de la pensée rétrograde ou de la pensée théocratique ou de la pensée qui n'est pas loin de l'Iran. Donc tout à coup on a un mouvement laïque qui souvent s'est positionné sur deux choses. D'abord, il n'est pas juste de dire que le mouvement laïque a toujours été en soutien des dictatures, mais il n'est pas juste de dire qu'il a toujours été opposant aux dictatures. Vous avez tout un mouvement laïque qui a été au nom de la liberté et qui nous a vendu ceci, mieux vaut le dictateur que les islamistes, et qui ont soutenu Ben Ali et Moubarak, mais pas seulement, vous avez eu d'autres mouvements qui étaient des mouvements laïques, des syndicats, des gens qui travaillaient, qui étaient très courageux et qui se sont opposés à la dictature. Donc, jamais de généralisation. Ceux qui ont dit tous les laïcs étaient pro-dictateurs n'ont pas dit la vérité, mais vous avez quand même des gens, moi je me souviens d'une émission ici en France avec Medeb, Abdelwahab Medeb, qui m'expliquait, maintenant il est devenu démocrate, mais qui m'expliquait qu'au nom de la laïcité, et au nom de la séparation, il fallait de ce point de vue-là admettre qu'on puisse faire
l'impasse sur la liberté des peuples. C'est-à-dire qu'on pouvait soutenir, au nom de la laïcité, avoir une laïcité moins la démocratie. Et ça, pour moi, ça n'était pas, de loin, pas la seule représentation du mouvement laïque tunisien. Et l'autre exemple que vous avez, c'est celui qui est aujourd'hui, et pour lequel j'ai un profond respect, celui qui est aujourd'hui le président de la République tunisienne, qui n'a jamais été un islamiste, mais qui s'est positionné de façon éthique dès le départ, à savoir qu'il fallait s'opposer au dictateur qui en a payé le prix, qui n'a jamais été islamiste, mais qui a toujours dit « il n'y aura de solution pour la Tunisie que quand on entrera dans un dialogue national et non pas dans une confrontation polarisée et inutile et non fructueuse. » Et là, vous avez cette position-là. De l'autre côté, vous avez des islamistes où, de la même façon, on va trouver une position qui n'est pas une position avec une vision politique, mais qui va dire aux laïcs, en fait, vous êtes des occidentalisés, vous êtes pour l'Occident, nous sommes les garants de la religion et de la tradition, et qui vont justifier leur positionnement idéologique par le rejet de l'autre, et non pas par la vraie vision politique. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui, c'est que vous avez une polarisation dont les deux tendances, les deux centres, ne se justifient pas par la vision politique qu'ils ont, mais par le rejet de l'autre pôle, en se justifiant et en justifiant leur présence par l'opposition à l'autre. Et ça, c'est la grande crise de la conscience arabe contemporaine. Réduire le débat politique à la polarisation entre les laïcs et les islamistes et en fait en arriver à oublier les vraies questions politiques, sociales, éducatives, géostratégiques et économiques. Ce sont ça les vraies questions aujourd'hui. Et la question n'est pas de savoir, à partir d'un certain moment, uniquement quelle va être votre position sur la tenue vestimentaire, avec des laïcs qui insistent qu'il faut être libre de ne pas se couvrir, et des islamistes qui, pour ne pas faire peur, disent « mais vous n'aurez pas besoin de vous couvrir », et puis qu'on soit content. Ça, c'est le degré zéro de la conscience politique contemporaine. La lutte pour le droit des femmes ne se passe pas par uniquement la tenue vestimentaire, elle se passe par l'accès à l'emploi, d'abord l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, sur les salaires égaux, sur le droit égal, la lutte contre la discrimination. C'est ça une vraie politique féminine. Ce n'est pas une politique de l'apparat, ce n'est pas une politique du vêtement, c'est une politique du droit, c'est une politique qui lutte contre la discrimination. Et c'est à ça qu'il faut amener les laïcs, et c'est ça qu'il faut poser comme question aux islamistes. Et aujourd'hui, on est dans un débat qui, malheureusement, a confronté cette polarisation. La chose qui est intéressante, c'est que ce que nous voyons là récemment en Tunisie, c'est qu'il y a des espaces où on a tendance à dépasser ces considérations polarisées et à ouvrir des débats de plus en plus intéressants. J'espère qu'on va continuer dans cette voie-là, même si malheureusement ce qui nous en revient à Paris reste la polarisation. Des voix que l'on entend en France, malheureusement, sont encore des voix qui répètent ce qu'on a entendu pendant des années, à savoir « attention, ils ne disent pas ce qu'ils pensent, la Tunisie est en danger ». Moi, je ne dis pas que la Tunisie est sauvée. Je dis que la Tunisie est dans une situation de transition et qu'il faut poser les vrais termes du débat, non pas les termes superficiels, idéologiques et orientés. Ça m'amène à dire, j'ai encore 7 minutes, c'est juste ? Je vais essayer de m'en tenir à ce temps. Donc ça m'amène à dire que ce qu'il faut aujourd'hui poser comme question, il ne peut pas aujourd'hui être question de ne pas reconnaître qu'au sens historique de l'histoire récente, l'islam politique a une crédibilité au niveau des populations arabes parce qu'ils ont payé le prix de l'opposition, parce qu'ils sont dans une référence qui est une référence populaire, et que de ce point de vue-là, on ne pourra pas les effacer et on n'a pas à les effacer. De notre côté, de là où nous sommes en Occident, à partir d'un certain moment, il faut être cohérent avec nos principes. Si nous sommes pour la dictature, il faut le dire. Et si nous sommes pour la démocratie, il faut en accepter les résultats. Que ça nous plaise ou non, ce que veut le peuple, c'est le peuple qui le veut, et ce n'est pas à nous de dire que le peuple veut mal, parce qu'il ne veut pas ce que l'on veut. Parce qu'au cas où, pendant 20 ans, ce qu'on a voulu, c'était contre ce que vivait le peuple. Ça ne nous a pas beaucoup fait peur, ça ne nous a pas beaucoup ému de savoir qu'il y avait des gens qui ont croupi pendant des années en prison sous la torture de Ben Ali, sous la torture de Moubarak.
Et moi, je n'arrêtais pas de le répéter. Je veux dire, quand je revenais de ces pays-là en disant « ça n'est pas possible de pouvoir supporter et soutenir ceci » et qu'on me faisait, on diabolisait ce discours-là en disant « si vous dites ça contre Ben Ali, c'est que forcément vous êtes un islamiste au discours retors ». J'ai entendu ça, vous pouvez l'imaginer. Et pourtant, la seule chose qui m'intéressait dans tout ce discours-là, c'est la clarté du positionnement fondamental sur les principes démocratiques et les principes du droit des peuples à se déterminer et à être indépendants. Ayant dit cela, aujourd'hui, les vraies questions qui vont être celles des sociétés majoritairement musulmanes, et vous me permettrez en 40 minutes, on ne peut pas aller très loin dans tout ceci, mais il y a des vraies questions, il faut prendre pays par pays et observer l'évolution des mouvements. Et l'évolution des mouvements, c'est qu'il y a aujourd'hui chez les islamistes 3 choses qui apparaissent comme déterminantes. 1, le clivage des générations. C'est une réalité, c'est-à-dire que les jeunes générations n'ont pas du tout le même positionnement doctrinal que les anciennes générations. 3e des choses, des vraies évolutions quant au type du rapport à la doctrine politique. C'est-à-dire d'entendre aujourd'hui, du Maroc jusqu'à l'Indonésie, en passant par l'Égypte, en passant par la Syrie, en passant par la Libye, en passant par la Tunisie, des islamistes qui disent, et alors là il faut les prendre au mot, ils disent nous sommes pour un État civil, nous ne sommes pas pour un État islamique. Et Daoula al-Madaniya et pas Daoula al-Islamiyya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils reconnaissent une chose, c'est que les processus démocratiques doivent être respectés. Le choix du gouvernant, le choix de l'État se fait par la négociation démocratique et non pas par l'imposition théocratique. Donc, se distançant de tout ce qui pourrait être un mixte de l'expérience iranienne, et souvent en affirmant que l'évolution de la Turquie, par exemple, est celle qui les intéresse le plus politiquement, sans pour autant ce soit un modèle. Mais le rapport à la structure, rappelez-vous aussi d'Erdogan qui va en Égypte et qui dit aux gens « n'ayez pas peur de la laïcité ». C'est ce qui permet la diversité. Donc il y a une vraie évolution, 2e thèse, sur les termes du débat politique. 3e des choses qui est importante, c'est aujourd'hui une chose qu'on n'avait pas vue auparavant et qui est apparue depuis 10 ans, la capacité de ces mouvements à sortir de leur ghetto idéologique, parfois de leurs références, et à faire alliance avec d'autres partis. C'est vrai en Tunisie, c'est vrai au Maroc, c'est vrai en Turquie, c'est vrai en Égypte. Souvenez-vous du mouvement Kifaya, ça suffit. C'était des gens qui venaient de tous les horizons et qui s'opposaient à la dictature. Donc il y a aujourd'hui la sortie des clivages. Et ça, c'est très intéressant et pour les mouvements laïques et pour les mouvements islamistes de pouvoir sortir et de pouvoir affirmer des vraies politiques sociales. Et ça m'amène à ma conclusion, à savoir que ces évolutions-là, il va falloir les regarder et les observer sur le terrain. Est-ce qu'on est sérieux sur ces questions-là? Et c'est là où les thèses que j'essaie d'apporter dans le livre et que je défends aujourd'hui sont des thèses qui, à partir de cette notion de l'état civil, qui considère qu'il est un principe indéniable que le choix du gouvernant ou de la gouvernance et de la structure étatique est le fait de la négociation par les citoyens et des peuples, et non pas des choses qui sont imposées, il y a des vraies questions qui doivent être posées. Et c'est là où il faut questionner, non pas simplement sur la forme de leur positionnement, mais sur le contenu de leur projet politique, et les laïcs, et les islamistes au premier rang. À savoir, qu'est-ce que vous entendez par l'état de droit? Qu'est-ce que vous entendez par l'état de droit? Quelle va être votre politique éducative? Parce que ça ne sert à rien de célébrer la démocratie quand vous avez 60 à 70% de gens qui sont dans l'analphabétisme ou l'illettrisme fonctionnel. Ça ne peut pas être un projet de société. Déjà, nous, en Occident, ici, on s'aperçoit qu'avec des gens qui sont éduqués, nous sommes l'objet de campagnes populistes qui marchent. Nous sommes attiré par l'émotif qui fait gagner des élections, alors quand on n'est pas éduqué, on va être attiré par qui? L'instrumentalisation de la religion ou des valeurs ou de la consommation ou du consumérisme est d'autant plus prégnante quand il y a illettrisme.
Donc on ne peut pas ne pas avoir une politique éducative, pour les femmes comme pour les hommes. Moi, ce qui m'intéresse dans l'émancipation des femmes, et c'est l'émancipation des femmes qui m'intéresse, c'est qu'elle ne peut commencer que par la protection du droit à l'éducation et le droit à l'emploi et au salaire qui permet l'indépendance. Le reste, toutes ces discussions sur tu vas porter le voile, tu ne portes pas le voile, est-ce qu'on va l'imposer, tout ça, on a l'impression qu'on est à Paris, dans certaines discussions. Et Monsef Marzouki, il en a eu marre, il a eu certains qui venaient tout le temps lui dire ça, lui dit mais vous n'êtes pas en contact avec le peuple, vous êtes en train de nous parler comme une élite qui est loin du peuple. Parlez avec le peuple, et le peuple aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est pas qu'on parle de ça, c'est qu'on parle de la véritable politique d'émancipation. Ça, c'est un premier élément, la politique éducative, la lutte contre la corruption. Le mal qui ronge les sociétés arabes, c'est la corruption. Et ça ne vient pas de Paris, et ça ne vient pas de Washington, ça vient des dynamiques internes. Quand vous allez en Afrique, la première chose que vous pouvez dire aux Africains, la première chose que vous pouvez dire aux Arabes, vous êtes les principaux responsables de la corruption qui mine les sociétés. Et alors certains vous regardent, dès qu'on parle de corruption, ils regardent le roi ou le président. Non mais il y en a certains dans leur vie quotidienne, ils savent ce que c'est la corruption. Le bakshish, le rachwa, tout ça on connaît. On est des spécialistes. De l'aéroport, vous riez, vous savez de quoi je parle. Et donc on est là, dans une réalité où c'est la lutte contre la corruption, pour la transparence démocratique, ça ce sont des vrais. Et puis il y a un dernier élément, c'est qu'il ne faut pas... L'une des plus grandes mutations de l'islam politique contemporain n'est pas politique seulement, elle est économique. Beaucoup dans l'islam politique, dans les années 20 et dans les années 30, étaient très très proches des mouvements de la théologie de la libération. La théologie de la libération, c'était la lecture des pauvres, c'était la résistance à l'économie de marché. La majorité des islamistes contemporains acceptent les lois du marché, acceptent d'en rentrer dans l'ordre économique. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, on est très content du modèle turc parce qu'il fait presque 10% de croissance, il est entré dans l'économie mondiale. Maintenant, l'économie turque a moins besoin de l'Europe que l'Europe a besoin de l'économie turque et de sa place géostratégique. Est-ce qu'on est content de cela ou est-ce qu'il y a une vraie question sur les données économiques avec l'entrée au Moyen-Orient de nouveaux acteurs, la Chine, 7 fois plus de relations commerciales et économiques avec le Moyen-Orient sur les 10 dernières années. L'Inde, avec le triplement de ces relations et une présence des immigrés indiens comme travailleurs dans toute la région phénoménale. L'Amérique du Sud avec le Brésil et l'entrée de la Russie et l'entrée de l'Afrique du Sud. Ajoutez à cela la Turquie. Ces nouveaux acteurs font que le Moyen-Orient aujourd'hui est en train de se déplacer vers l'Est. Il faut tenir compte de cela, parce que ça, ce ne sont pas simplement des questions politiques, et toute la question va être de qu'est-ce que vont faire les islamistes dans tout cela. Eh bien, aujourd'hui, on entend des voix islamistes qui sont prêts à discuter avec la Banque mondiale, qui sont prêts pour les ajustements structurels, qui sont prêts à discuter avec le Fonds monétaire international et qui n'ont pas de problème avec ça. Donc la vraie question, elle n'est pas uniquement politique, c'est pas dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la démocratie, mais quelle politique économique. Et là, ce sont des questions où l'exemple turc est important. Pourquoi? Parce qu'on a cessé de diaboliser l'exemple turc à partir du moment où il a été acquis qu'il entrait dans l'économie dominante et qu'il en a accepté les règles. Ce qui aujourd'hui est intéressant, c'est la capacité de l'exemple turc ou de la politique turque, non pas simplement de rentrer dans l'économie dominante, mais d'en devenir une des puissances les plus phénoménales. La nouvelle politique turque en matière étrangère, en matière économique, est extrêmement puissante. Dans les dernières années, ils ont ouvert 37 ambassades en Afrique. Ils sont présents dans toutes les zones sensibles. Ils ont un capital émotionnel majeur sur la question israélo-palestinienne. Et vous savez d'où ça vient? De 3 minutes. 3 minutes à Davos. Quand Erdogan se lève et il dit « je ne vous laisserai pas ». Et puis ensuite demander des excuses. Il a acquis un capital dans le monde arabe sur la question palestinienne majeure. En Russie, ils sont présents, nouvelles relations avec la Chine. Ça, ce sont des vraies questions. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on ne réduise pas la question de l'islam politique à ce qui est la structure politique, mais à la politique éducative, sociale, économique et culturelle. Ça, c'est déterminant, culturel. Est-ce qu'on a une production d'une culture alternative ou est-ce que finalement on est dans le consumérisme
de tous les autres. Ça, ce sont des questions qui sont majeures à mon sens, et vous voyez, on ne peut pas réduire ceci à une polarisation, on ne peut pas simplifier les choses, ça demande de l'étude, pays par pays, comprendre la géostratégie, avoir une vision globale, et puis encourager de là où nous sommes, en tout cas l'Europe, en tout cas l'Occident, à être cohérent avec ses principes, avec ses valeurs, et à permettre au peuple l'expression de leurs espérances collectives. Merci.